Alors, pour cette dernière table ronde, nous avons au bout de la table Jean Verlaine, qui est philosophe, architecte à Urbita, également élu vert à Strasbourg, coprésident du groupe Ville. Et puis à côté de lui, c'est Mallory Chéry, qui est architecte des Bâtiments de France et qui a eu le grand plaisir d'être à l'atelier sur la rénovation rurale au moment où on parlait des architectes des Bâtiments de France. Et puis, juste à côté de moi, Anne-Sophie Périssin-Faber, directrice de l'Alliance HQE-GBC. Alors, Anne-Sophie Périssin-Faber, je vais peut-être vous demander d'introduire en fait la thématique du jour, puisque vous avez assisté aux 3 journées et que donc vous avez vu ce passage du bâti logement individuel ou petit groupe à cette notion de territoire. J'aimerais que vous nous précisiez les enjeux pour vous de cette question de la rénovation à cette échelle-là, enfin, ou à ces échelles, parce qu'il y en a plusieurs. Alors effectivement, je crois que ces journées ont été riches. On est tous d'accord pour désormais dire qu'il faut embarquer la rénovation énergétique dans une rénovation globale, parce que les sujets techniques sont liés, parce que c'est la demande du client, et bien d'autres pourquoi. Alors forcément, en tant qu'Alliance HQE-GBC qui prônons le multicritère depuis 20 ans, on ne peut que s'en réjouir. Et on est tous aussi, je crois, dans les consensus qui sont autour de la table désormais aussi, c'est que la période de la transaction, c'est la bonne. Maintenant qu'on est d'accord sur cette histoire et cette nouvelle histoire qu'on a envie de raconter et dans laquelle on a envie d'écrire des nouvelles pages, on se rend compte qu'il va effectivement falloir convaincre le client et convaincre l'investisseur privé. Et cet investisseur privé, on a tous dit qu'il fallait lui donner envie. Et donc on lui donne envie d'un habitat. Mais il ne faut pas oublier dans notre histoire, de mon point de vue, qu'on choisit certes une maison, un appartement, mais on choisit aussi un lieu de vie. Et je crois que c'est vraiment ce que cette matinée nous inspirait, de bien continuer l'histoire en prenant conscience que l'habitat s'inscrit dans le lieu de vie. Alors là-dessus, on a vu des sujets, pour moi, quand on va passer à l'échelle du territoire. Clairement, on va avoir des sujets d'optimisation, des coûts, parce qu'on va pouvoir mutualiser des études sur des typologies similaires. On va pouvoir regarder différemment les mètres carrés, d'un côté en surélévation, de l'autre peut-être en divisant les maisons quand elles sont trop grandes par ailleurs, ou en créant des extensions. Donc regarder effectivement différemment ces mètres carrés qui donnent aussi des leviers sur le modèle économique. On va pouvoir mutualiser, je pense que quand on parle de rénovation énergétique, à un moment donné, la question des ENR se pose, et donc forcément également la question d'avoir des optimisations à l'échelle des quartiers semble intéressante. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Enfin, quand on choisit un lieu de vie, ce n'est pas qu'une optimisation de ce qu'on peut faire à l'échelle de l'habitat. Et je reprendrai ce que nos amis l'immobilier nous disent toujours, hein, c'est localisation, localisation, localisation. Quand on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les territoires n'ont pas tous les mêmes atouts. Et que clairement, quand on va vouloir... ce qu'on veut faire, c'est accélérer cette rénovation énergétique. Il va falloir qu'on convainque cet investisseur privé de faire cette rénovation énergétique. Eh bien, il faut prendre conscience qu'on va plus facilement réussir à convaincre l'investisseur privé. Alors, en fonction des territoires, en gros, si il va être dans un quartier qui a une belle esthétique, voilà, le fait que la maison du voisin soit aussi propre, rénovée, ça va compter dans son acte aussi propre de décision. Ça va être aussi, notamment dans les villes, cette relation à l'espace public, à l'espace vert, plus travailler sur ces sujets, ça peut aussi favoriser l'acte de rénovation. Bien évidemment, les mobilités, on l'a vu, il suffit d'apporter, je dirais, le tramway ou des transports publics pour que tout de suite, en quelques années, le quartier se rénove.
Le sujet des services, de l'activité économique, on ne trouvera pas d'investisseurs privés si on n'arrive pas non plus, notamment dans les centres-bourgs ou dans les communes rurales, à ramener un petit peu d'activité économique. Donc je pense que ces enseignements de cette matinée, c'est vraiment de se dire certes, on a un sujet de rénovation de l'habitat, mais on a un sujet de lieu de vie. Et il ne faut pas non plus faire l'économie de cette question si on veut aller vite et trouver les facteurs d'accélération. Mais si ce n'est que quand on vous écoute, il apparaît clairement qu'il y a la dimension politique qui entre en ligne de compte et qu'on a beaucoup parlé de comment convaincre les usagers, comment convaincre les professionnels, mais il y a aussi la question comment convaincre les politiques. Comment convaincre ? Je pense qu'il faut vraiment des projets de territoire avec ce triptyque indispensable de l'élu, des pouvoirs publics, des professionnels, ils sont clés, puis des habitants. Et je pense qu'on n'aura pas, face à la complexité des enjeux, des solutions, des problèmes, on n'aura pas de solution si on ne met pas tout le monde autour de la table. Et c'est donc une des clés, clairement. Je pense qu'il faut vraiment que les collectivités et des politiques énergétiques, certes, mais aussi prennent conscience qu'elles ont besoin d'avoir des politiques d'aménagement et de travailler les deux ensemble, ça peut être un vrai facteur d'accélération. Pierre-Yves Legrand, qui animait tout à l'heure l'atelier sur l'espace rural, faisait une réflexion intéressante. Il disait qu'il avait commencé son atelier avec l'hypothèse que c'était le logement qui pouvait servir de levier pour la reconquête des territoires et qu'à la fin de l'atelier, il se disait que c'était exactement l'inverse et que si on n'avait pas une approche systémique, on n'y arriverait sans doute pas. Jean Verlaine, qu'est-ce que ces premières réflexions d'Anne-Sophie Périssin-Faber vous inspirent ? Merci. Le sujet du jour, c'est le territoire, bien sûr. Alors, je crois qu'il est important de resituer l'état où nous sommes actuellement dans la démarche que nous avons entreprise historiquement depuis 25 ans. On a optimisé notre patrimoine aux deux sens du terme, c'est-à-dire on a optimisé notre patrimoine immobilier, mais on a aussi optimisé notre patrimoine en situation historique. On a travaillé dans les 15 dernières années sur les optimisations foncières. Je crois que l'ANRU et l'USH ont beaucoup travaillé sur ça et ça a prospéré. Désormais, il faut que nous optimisions nos territoires. Je crois que c'est très important. Nous sommes probablement le seul pays d'Europe à rentrer si tard dans cette question, tout simplement parce qu'on a un territoire géant et qu'on est très peu nombreux. Et qu'en plus de ça, on a la chance d'avoir 36 000 communes. Enfin, c'est plus tout à fait 36 000, c'est un peu moins, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire que notre tradition et notre vécu fait que nous sommes dans une situation un peu originale par rapport à nos voisins. Dans cette condition, nous avons abordé rapidement, assez violemment, dans les dernières années, la question de la métropolisation. Nous avons fabriqué les grandes régions au service des métropoles. Je crois qu'il ne faut pas se raconter de sottises. La fonction des grandes régions est d'abreuver les métropoles. Ce qui fait que nous y allons très très vite et nous oublions un peu le reste. C'est-à-dire qu'on a un problème de mouvement pendulaire comme d'habitude. Donc il y a maintenant la véritable nécessité à travailler sur ce qu'on appelle la multipolarité. Je trouve que tout ce qui s'est passé autour du Grand Paris est extrêmement intéressant. Les réflexions, et en particulier celle qui a été développée par Patrick Brauzek, ex-maire de Saint-Denis, sur le développement en pétale, sur le développement en canton suisse, etc., doit continuer à nous éclairer. Et si c'est certainement valable pour le Grand Paris, c'est tout aussi valable pour nos grandes régions. Et c'est maintenant qu'il faut le faire parce que on sent bien, toute jeune, il faut se lancer dans ce dispositif-là. Donc la question de la multipolarité est vraiment très très importante. Elle n'est déclinable qu'à partir du moment où les territoires ont tous une fonction. Et ça, on le sait bien, encore une fois, le renouvellement urbain nous l'a appris. Si un territoire n'a pas de fonction dans une ville, il n'existe pas, il est ignoré, ça devient un lieu un peu carcéral, un lieu de relégation. Et ça, c'est ce qui résonne chez moi avec la notion de contre-exode rural tel qu'on l'a développé. C'est évidemment très contradictoire avec ce qui se profile de la modification de la réglementation sur le logement, ce qui a été annoncé il y a 2 semaines de manière
un peu brutal, plus d'amortissements fiscaux, etc. Je ne suis pas un fan des amortissements fiscaux, hein, mais quand même c'est un signe, la disparition du prêt à taux zéro sur un certain nombre de territoires, c'est aussi un signe, vous n'existez plus, et c'est très angoissant. La deuxième chose, et qui a été soulignée dans beaucoup d'ateliers, c'est que le territoire se fera par les habitants. Ça, c'est tout à fait évident. C'est pas le politique qui est en train de dégager en touche, mais les expériences qu'on a vues dans l'atelier qui se tenait ici sont très intéressantes. C'est-à-dire que si on associe les habitants, ils deviennent responsables, ils se prennent en main et ça fonctionne. Et c'est non seulement plus économique, mais en plus infiniment plus efficace. Alors on l'a fait sur les extensions urbaines, on l'a fait sur la question des mobilités. On arrivera à le faire, et il y a plusieurs exemples, sur la question des investissements et des investissements locaux. Dans des zones très déprimées, les investisseurs nationaux ne viennent pas. Et ce sont les investisseurs locaux, c'est l'argent local qui permet de se redévelopper. Donc là, il y a une vraie question qui pose le changement du rôle des animateurs locaux et tout particulièrement des élus. J'étais encore hier soir dans la banlieue de Nancy dans une réunion de ce type-là qui posait cette question-là. Les élus ne sont plus là que pour décider. Ils sont également là pour organiser, mettre en route des schémas et des process de développement spécifiques des différentes collectivités. Les collectivités rentrent. D'ailleurs, on parle de marketing territorial. Je n'aime pas le mot non plus, mais je trouve que c'est assez révélateur. Elles rentrent dans des cycles de compétition. Et ces cycles de compétition vont se gagner, bien sûr, avec les habitants. Ils vont aussi se gagner avec les professionnels, parce que on sait très bien, on n'a pas beaucoup de professionnels nationaux ici. On est beaucoup des professionnels locaux enracinés sur nos territoires, même s'ils sont parfois un peu plus grands que le territoire de la proximité. C'est là que vont se fabriquer des nouveaux savoirs et des nouvelles combinatoires de savoirs. Moi, je suis passé très brièvement dans l'atelier qui discutait des questions outre-mer et bah oui, les compétences ne sont pas les mêmes, les déclinaisons des compétences ne sont pas les mêmes, les entreprises ne sont pas les mêmes, les structures d'entreprise ne seront pas les mêmes, et donc les structures d'investissement ne seront pas les mêmes. Ça repose une question, bien sûr, enfin c'est un peu rebattu, je suis désolé, mais la rénovation globale dont vous avez parlé, ça passe par une pensée globale indispensable. Hein. C'est-à-dire, il faut bien sûr agir local, mais il faut d'abord penser global, et ça c'est quand même un certain nombre de métiers très spécifiques, en particulier le métier de l'architecture, qui doit retrouver cette racine-là. Sa racine, ce n'est pas que de travailler sur un objet, c'est de travailler sur une pensée globale. Ça me fait également penser à une réflexion de quelques amis frontaliers. Je suis strasbourgeois, donc de temps en temps, je traverse assez facilement la frontière, d'autant plus que, et c'est significatif, il y a un tram qui maintenant va de l'autre côté. Les Allemands nous disent, très gentiment, mais un peu méchamment quand même, vous les Français, vous faites des règlements, nous on fait des tests. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre de ces choses-là. Arrêtons de réglementer, expérimentons, faisons et nous verrons après. Donc ça, je crois que c'est vraiment très important. Cet emboîtement des compétences doit rester dans notre esprit. Alors, on va tous chasser le millefeuille administratif. Ça va être le grand sport pour faire des économies. Donc, on verra de qui va disparaître, des départements, des intercos, des communes. Ça n'a pas beaucoup d'importance. D'autant plus que cette interpénétration du millefeuille permet d'avoir un certain nombre de proximité et d'action. Donc ne jetons pas tout de suite le bébé avec le bain institutionnel parce que ça risque d'être très dangereux. Une autre réflexion sur le tissu urbain qui va, je crois, en lien avec ce que vous nous disiez. L'urbain, c'est le lieu de tous les dangers. Hein. On le sent bien. C'est là que les grandes violences se passent. C'est des événements de l'urbain qui font plus de la moitié de notre information quotidienne. Alors, l'information n'est pas la réalité de la vie, hein, ne nous trompons pas, mais c'est dans l'urbain que notre société mute le plus vite en ce moment. C'est bien, c'est mal, mais ça existe, peu importe. L'urbain n'est plus constitué par ce qui le motivait à son origine. C'est-à-dire que l'utilité de l'urbain défensif, accumuler des richesses, c'est terminé. Les richesses sont sur Internet et les guerres sont interstellaires. Donc c'est un peu terminé. Il faut donc que nous gérions un certain nombre de questions très très fortes. Où se passe l'échange de biens ? C'est la question qui s'est posée dans plusieurs ateliers sur la commercialité de certains lieux, commercialité qui ouvre à la convivialité, mais qui ouvre également tout simplement à la survie.
comment allons-nous gérer un certain nombre de questions, et en particulier des questions fondamentales. On ne peut pas rester qu'à la question thermique, ça a été dit. 45 000 morts par an avec les normes actuelles, qui normalement devraient être diminuées par 2 par la pollution atmosphérique, ça interroge. Nous avons plus de morts de pollution atmosphérique que d'accidents de la route. Quelles mesures avons-nous prises? Où est la jauge? Alors évidemment, c'est plus discret, c'est moins impressionnant, mais qu'est-ce qu'on fait sur ça? Comment allons-nous ventiler nos villes demain? Les ventiler sera important, bien sûr, pour dépolluer, enfin, pour chasser la pollution un peu plus loin, mais aussi pour baisser en température. Ça me semble quelque chose de très important. Comment nos villes vont-elles muter dans les années à venir? Muter, alors, on a un laboratoire des savoirs. Je le dis parce que beaucoup de pays nous envient et on ne le sait pas. On a fabriqué un truc qu'a lancé M. Borloo il y a maintenant 15 ans, qui s'appelle l'ANRU. Ce truc fonctionne, il a dépensé beaucoup d'argent, c'est vrai. Il a également permis à beaucoup de territoires de retrouver une nouvelle vie, une nouvelle dignité. Mais en plus, c'est un laboratoire fabuleux où nous avons tous réappris nos métiers. Et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant. Mettons en parallèle ce que nous avons fait là et ce qui s'est passé cet été à Barcelone. Je ne parle pas du référendum, je parle de la manifestation des habitants de Barcelone contre les touristes. Les habitants se sont mis à manifester contre les touristes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Barcelone, Airbnb a tellement bien marché que on ne peut plus trouver un logement, que l'épicerie où on faisait ses courses est devenue un marchand de souvenirs et vend des tours Eiffel en plastique. On a une vraie question de société qui se pose là. D'ailleurs, est-ce que la question que nous nous posons aujourd'hui n'est pas tout simplement comment allons-nous faire société tous ensemble dans ce contexte-là? Parce que je crois que tous les motifs que nous avons là sont finalement les vecteurs de cette question. Mais ce que j'aimerais peut-être, Jean Verlaine, c'est que vous nous fassiez, vous nous éclairiez sur l'articulation entre toutes ces réflexions qui sont très justes et certainement très partagées et la question de la rénovation. Comment est-ce que la rénovation peut servir tous ces buts que vous nous évoquez? Comment est-ce que... Je me demandais, par exemple, si on pense simplement à la commercialité, est-ce que ça serait la rénovation des centres-bourgs et la rénovation de la culture du petit magasin versus les centres commerciaux, par exemple? C'est parti. Bah oui, les grands commerçants ont compris. Enfin, les grandes chaînes que je citerai pas commencent à faire maintenant des toutes petites unités avec un système parfois assez pitoyable d'autogestion sur place, mais qui fonctionne. Donc moi, je crois que le mouvement est parti sur cela. Je crois vraiment que c'est parti. Par contre, c'est pas jouer sur les mots, mais je pense que le mot rénovation, il faut que nous l'abandonnions. C'est un peu triste. D'abord, moi je suis un vieux monsieur, donc quand je faisais mes études, on luttait contre la rénovation à Paris. Vous savez, ce truc où on enlève les pauvres, on rase tout, on fait quelques maisons pour les riches. On l'appelait gentrification. Et puis, la gentrification, à l'époque, ça s'appelait comme ça, mais on parlait de rénovation urbaine. Hein, c'était le maire de Paris de l'époque, bien avant Jacques Chirac, avait inventé ce truc-là. Je trouve qu'il y a 2 mots extrêmement intéressants. C'est la réhabilitation, c'est-à-dire que nous ne repartons pas à zéro. Nous avons un patrimoine collectif mental, je ne parle même pas du patrimoine bâti, nous avons un patrimoine culturel auquel on tient, nous avons un patrimoine de pratique, nous avons un patrimoine d'usage qui est très très important. Il faut que nous réhabilitions cela. Pas qu'un patrimoine, nos patrimoines, tous les patrimoines que nous avons eus territorialement. En Franche-Comté, on n'a pas le même qu'en Bourgogne. C'est comme ça, mais c'est la même région et on va partager ces patrimoines. Ça en fera 2 de plus. Et puis, comme il y a des gens qui sont venus d'outre-Méditerranée, ça en fera un 3e. Et puis, comme il y en a d'autres qui vont venir d'Île-de-France, d'Alsace, ça en fera un 4e, etc. Comment est-ce qu'on mélange ces patrimoines? Donc, la question de la réhabilitation est pour moi fondamentale. Et la deuxième question, qui est vraiment une question de développement durable, c'est comment allons-nous muter cela. Une partie, plus de la moitié de l'activité de notre agence en ce moment, c'est le renouvellement urbain dans les quartiers difficiles. C'est une horreur. Alors, ce n'est pas une horreur parce qu'on fait mal. Je crois qu'on fait très bien et qu'on est à un niveau de compétence de plus en plus élevé. Je ne parle pas de notre agence, je parle de la politique générale. Mais c'est une horreur parce que nous cassons
des choses qui ont parfois même pas un demi-siècle. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est épouvantable. Enfin, quel massacre sommes-nous en train de faire? Des logements de qualité, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les démolir. Je dis qu'il ne faut pas que nous refaisions ça. Plus jamais ça. C'est vraiment ça qui est important. Donc voilà, moi, réutilisation, mutation et renouvellement me semblent vraiment les mots les plus intéressants. Donc, modification, donc voilà. Enfin, je ne vais pas recommencer. Alors, Mallory Chéry, vous êtes ici un peu l'incarnation de ce patrimoine, justement, ce patrimoine bâti et au-delà, le patrimoine culturel. Et c'est vrai que les architectes des bâtiments de France apparaissent assez souvent comme des empêcheurs de rénover en rond et des empêcheurs de transformer, de moderniser. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ce que Jean Verlaine appelle de ses voeux serait possible, d'après vous? Enfin, en fait, je vous pose la question de manière un peu provocante, mais vous avez conduit une étude justement sur la rénovation du bâti ancien, une rénovation qui s'efforcerait de ne pas toucher au patrimoine. Et de fait, vous dites que c'est tout à fait compatible. Oui, alors merci. Effectivement, les ABF sont souvent perçus comme des anti, mais en fait, c'est pas parce qu'on alerte sur certaines façons de faire qu'on est contre les rénovations. On est tout à fait conscient que pour qu'un bâti soit conservé, il faut qu'il reste habité et donc qu'il reste attractif. Et ce bâti dans les territoires est vraiment très important pour l'attractivité des territoires. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on a constaté très tôt quand on alertait sur les dangers de certaines mises en œuvre, parce que le bâti ancien n'a pas les mêmes caractéristiques hygrothermiques et le même comportement par rapport que le bâti récent, quand on a alerté sur certaines pratiques de rénovation, on n'était pas forcément entendu. Alors du coup, pour faire passer nos messages, on a regardé s'il y avait des études avec des chiffres qui prouvaient ce qu'on pouvait dire. Et on a vu qu'il n'y avait pas vraiment d'études sur les gestes de rénovation courants. Donc du coup, nous sommes dit, faisons cette étude. Et donc dès 2010, nous avons, avec l'Adréal, à Alsace, nous avons fait appel au CRMA, donc l'ancien CT de l'Est, qui avait au niveau national fait une observation du comportement du bâti avant 48 au niveau national et avait déjà tiré certaines conclusions. Donc on a demandé à ce que ce soit localisé, faire une étude localisée en Alsace. Et là, nous avons vraiment voulu une démarche très scientifique. Donc, on a fait une typographie, typologie thermodynamique des bâtiments. On a du coup identifié 7 types du bâti. Et il n'y a pas que la maison à colombage. On a identifié d'autres types de maisons, y compris des logements en Alsace. Et nous avons choisi des exemples concrets, le moins transformés possible, que nous avons mis sous auscultation avec différents types d'appareillage, les portes soufflantes, les caméras thermiques et tout ça. Et ça nous a permis, d'une part, de tirer des conclusions sur le comportement réel du bâti ancien existant et aussi de tester des propositions. Donc déjà, le premier constat de notre étude, ce qu'on a pu faire, c'est que le bâti ancien en Alsace avait finalement une étiquette énergie qui se situait dans la moyenne nationale, et ce qui était plutôt bon alors qu'on a un climat rigoureux. Donc il avait plutôt un bon comportement. Ce qu'on a vu aussi, ce qui était flagrant, c'est que c'était pas par les menuiseries et notamment pas par les fenêtres qu'on avait le plus de déperdition. Qu'il avait un bon comportement, qu'avant tous travaux, il y avait un bon comportement hygrothermique, c'est-à-dire que l'eau à travers les parois pouvait migrer, que ça n'engendrait pas de pathologie, et qu'il y avait peu de ponts thermiques. Donc il y avait plutôt un bon comportement général, mais que bien sûr, d'un point de vue gain énergétique, on pouvait encore, et il fallait améliorer les choses. Donc du coup, avec ces cas, avec ces cas réels, nous avons construit des modèles informatiques, ce qui nous a permis en fait de réétalonner les logiciels courants aussi. On a travaillé avec des logiciels spéciaux de thermodynamique. Sur ces modèles informatiques, nous avons testé tout un panel de solutions, à la fois les matériaux courants, classiques, et des matériaux plus innovants, les biosourcés et des matériaux plus innovants.
Nous avons du coup classé nos bouquets de travaux en 3 familles et 3 scénarios. Donc on a construit un premier scénario pour lequel on visait le meilleur gain énergétique. Un deuxième scénario sur lequel on a visé plutôt tous les postes les plus déperditifs. Et un troisième scénario qui était beaucoup plus patrimonial, où on n'intervenait ni sur les murs, ni sur les menuiseries, mais uniquement sur les planchers hauts et les planchers bas. Bien sûr, dans les 3 scénarios, nous intervenions sur les systèmes de chauffage et de ventilation. Et en fait, les résultats nous ont vraiment surpris parce que pour le scénario 1, dans tous les cas, on arrive au niveau BBC Rénovation. Et surtout le scénario 3, on arrivait à atteindre les objectifs du Grenelle, c'est-à-dire une réduction de la consommation énergétique de 38%. Et c'est... Oui, en fait, j'allais vous demander de vous livrer un petit exercice comme ça au débeauté devant nous. Si maintenant, au lieu de chercher à atteindre les objectifs du Grenelle, vous cherchiez à atteindre les objectifs du Jean Verlaine, qui nous parlait du Grand Paris applicable à l'ensemble du territoire. Comment est-ce que vous imaginez que cette expérience, qui a l'air réplicable, c'est clairement quelque chose que vous pouvez dire à l'ensemble des architectes de bâtiments de France, pas uniquement en Alsace? Oui, alors par rapport aux architectes des bâtiments de France, souvent j'entends dire oui, ça dépend de telle personne, avec certains ça passe bien et tout ça. Sur ça, j'aimerais apporter une petite correction. On n'est pas très nombreux, on est moins de 200, j'en connais plutôt j'en connais beaucoup. Et je pense qu'on est quand même tous sensibles par rapport à cette question, tous préoccupés, on a tous envie de faire. Et en fait, c'est pas tant le problème d'un ABF, mais le problème du projet qu'on est en train d'analyser. Nous portons des analyses au cas par cas, donc en fait, si des fois ça bloque, c'est peut-être parce qu'en fait, sur ce projet-là, il y a une question particulière qui se pose. Je pense que c'est vraiment plus... je pense que par rapport à mes confrères, il y a vraiment... En tout cas, ce qui a été dit dans une des tables rondes, c'est que quand on communique, ça se passe mieux. Donc vraiment, j'invite tout le monde à communiquer avec l'architecte des bâtiments de France. Et il faut savoir que nous positionnons... D'une part, nous traitons les dossiers au cas par cas, mais nous avons un positionnement qui intervient à toutes les politiques publiques, à tout l'échelon du département. Donc, nous intervenons aussi beaucoup dans tout ce qui est rénovation des centres-bourgs. C'est vraiment tout ce qui a été développé sur les transports, les commerces et tout ça. Nous sommes architectes et urbanistes de l'État. Nous avons aussi une formation d'architecte. Et donc, on peut vraiment intervenir aussi au niveau des politiques publiques, des outils de planification du territoire. Et vraiment, le patrimoine est une très bonne entrée par rapport à ça. On pourrait rêver, par exemple, réhabiliter l'ensemble du réseau SNCF. Ah oui. Ah non, mais alors là, c'est vraiment... oui, tout à fait. C'est vraiment, je pense, le nerf de la guerre, la problématique transport et desserte. Et vous parliez, quand on parle de massification, je pense qu'effectivement, le scénario 3 que l'on propose est peut-être une proposition qui permet de faire une massification peu chère, sans trop de risques, parce qu'en fait, on ne prend pas de risque par rapport aux problèmes hygrothermiques, au risque d'humidité dans les murs, ni par rapport au patrimoine. Et on arrive quand même à un gain énergétique intéressant. Anne-Sophie Péry-Saint-Faber, je me demande, en fait, à l'issue de ces 3 jours où on a tous l'air d'accord ici, on est tous d'accord, si, ça vous étonne ça, Jean Verlaine? C'est louche, c'est ça. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui devraient se dénoncer. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui, alors qu'il y a cet élan vers la réhabilitation, vers la compréhension très élargie du problème, vers le fait qu'on ait sorti des solutions uniquement techniques pour s'apercevoir que c'était des questions culturelles, des questions de communication, mais au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire pas du tout de la communication propagande, mais le fait de se parler véritablement et de s'écouter véritablement. Qu'est-ce qui coince encore ? Alors, je vais être un peu provoque, mais je pense qu'on est tous d'accord ici parce qu'on fait partie d'une même communauté. Je pense qu'il y a d'autres communautés que sont les investisseurs, que sont le monde des immobiliers, que le monde des élus, même si on en a eu un certain nombre parmi nous aujourd'hui, et que voilà, c'est cette gestion des différents leviers qu'il faut faire. Nous, j'aime bien cette image de dire voilà, tout ça c'est un écosystème.
Il faut prendre conscience que c'est un écosystème, du banquier au maçon, en passant par l'architecte, enfin toute l'équipe, et que au-delà du fait on a tous besoin des uns des autres, aussi on est en interaction dans de multiples sujets. Donc c'est un sujet, il faut accepter que ça soit complexe. En fait, je pense que un des principaux freins pour moi, c'est qu'on n'accepte pas de se dire que c'est complexe, oui, et c'est pas complexe. Vous êtes de nouveau tous d'accord. Et si on dit que finalement c'est un écosystème, eh bien on a déjà, à mon avis, levé un premier pas par rapport à la complexité, parce qu'on sait qu'en ayant une approche systémique, on va réussir à trouver des bonnes solutions. Donc je pense que le principal sujet, c'est ça, c'est de prendre conscience qu'il y a d'autres communautés, qu'il faut vraiment qu'on arrive à tous se parler, et que c'est parce qu'on traitera toutes ces interdépendances qu'on aura un système complet qui fonctionnera. La vie, c'est ça. Hein. La vie, s'il vous manque un élément dans l'écosystème, elle ne prend pas. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que cet écosystème soit là pour que ça puisse prendre. Mais pour ça, il faut trouver des méthodes. Pas que, il faut aussi se faire violence, j'ai envie de dire. On est tous bien entre nous, toujours. C'est difficile. Moi, je côtoie en ce moment le monde de la communauté financière. Faut déjà un certain temps avant qu'on arrive à se comprendre. Enfin, on parle pas le même langage, on n'a pas du tout les mêmes regards. Voilà, donc faut y aller. Faut y aller, se comprendre. Mallory Chéry ? Oui, je pense qu'effectivement, construire, rénover, c'est complexe et il faut effectivement le reconnaître. Et on est dans une volonté de simplifier, mais à un moment donné, on construit pour des siècles. Et il faut vraiment, et on devrait rénover aussi pour des siècles. Ça, c'est vraiment. Donc, prendre un peu de temps avant de faire, malheureusement, c'est nécessaire si on veut bien faire. Donc je pense qu'il faut assumer cette complexité et c'est pas parce qu'on est... il faut du coup plus intégrer en amont les réflexions pour bien faire. Vous parliez de freins. Je pense que des fois, les freins que je peux rencontrer, c'est en fait des fois certaines aides. Je rencontre des particuliers qui disent « Ah oui, mais les solutions que vous proposez, oui, mais avec ça, je ne peux pas bénéficier de certaines aides. » Et donc, du coup, si on pouvait réfléchir à augmenter les possibilités d'aide et pas exclure certaines... certaines ne pas les réserver à certains dispositifs ou protocoles. Voilà, c'est ça. Et parce qu'il y a des produits innovants qui sont mieux adaptés aux bâtis anciens, qui pourraient vraiment, qu'on pourrait inclure dans le dispositif. C'est compliqué cette histoire des aides. Il en a été beaucoup question en fait, alors toujours de manière un peu par accro comme ça. Ça a été évoqué plein de fois. Et c'est vrai qu'on avait toujours le sentiment que l'aide pouvait être une difficulté supplémentaire. L'autre sujet, me semble-t-il, qui a été très abordé et sur lequel j'aimerais bien avoir votre sentiment aux uns et aux autres, ça y est, j'ai un trou, c'est celui de la réglementation. Alors, faut-il réglementer ou surtout ne pas réglementer? Faut-il laisser la bride sur le cou aux expérimentations, parce que sans expérimentation, on ne s'en sortira pas? Ou au contraire, est-ce qu'il faut... renforcer la certification pour renforcer la confiance? Là, on est donc de nouveau à l'échelle macro, c'est-à-dire à l'échelle du territoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Mallory Chéry et ensuite Jean Verlaine. Qui avait Alors, par rapport à la réglementation, c'est vraiment une question qu'on se pose, y compris dans nos sujets. En fait, ce qui est intéressant, des fois, en fait, la démarche avec l'architecte des bâtiments France n'est pas une démarche de réglementation, mais une démarche de procédure. En fait, on établit, la loi établit des espaces protégés dans lesquels on dit que le dossier va être instruit par un architecte, donc par un expert. Et quelque part, ça laisse la possibilité de développer les projets et ne met pas de normes a priori. Et je trouve que c'est une démarche qui est moderne. Cette loi est très ancienne et pourtant c'est une démarche moderne. Effectivement, et elle est plus souple. Donc des fois, on caricature, on dit qu'avec l'ABF ça se passe pas bien et tout, mais quelque part la démarche est moderne vu qu'en fait ça n'est pas une norme, c'est une procédure.
Quand on met des normes, finalement, on remplit des cases et ça devient difficile pour le bâti. Je pense, moi, je serais plus pour quelque chose de plus dans la discussion, dans la procédure et dans l'expertise. En tout cas, on a des outils qui sont actuellement les cas. C'est actuellement le cas. Malheureusement, on a un mauvais regard par rapport à cet outil, mais moi, je le trouve moderne. Jean Verlaine ? En réponse aux deux derniers propos, je me disais, il n'y a pas de méchants, il y a des ignorants. Ça me semble assez important. Bon, d'abord, c'est une manière de vivre aussi, hein, parce que si on se dit tout le monde est méchant, ça devient très compliqué. Mais j'en suis profondément persuadé. Vous disiez précédemment, oui, c'est complexe. Hein, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas croire aux solutions simples. Hein. Il faut vraiment que nous tous, convaincus, ceux qui tirent le sujet, on dise bien que les solutions simples sont des solutions dangereuses. Donc il faut simplement des solutions et pas des solutions simples. Je crois que notre métier est de remplacer les complications par la complexité. Alors, ça veut aussi dire que la loi ne règle pas tout, c'est certain, et c'est quand même rudement bien, parce que sinon nous serions tous des ordinateurs. Nous sommes des êtres humains, donc c'est dans nos échanges que nous arrivons à résoudre ces choses-là. C'est vraiment une posture de foi. Hein. Je crois qu'il faut que nous fassions de choses comme ça une religion, c'est-à-dire qu'on s'écoute, on s'entend, on se réfléchit ensemble, et qu'on est un tout petit peu moins con à deux que tout seul. Mais alors, ouais, je voulais aussi réagir sur ce sujet des réglementations. Moi, j'ai appris, mes parents m'ont appris que pour vivre en société, il fallait des règles. Il fallait qu'on se respecte les uns les autres. Il fallait effectivement, peut-être aussi qu'on ait des États qui prennent conscience qu'on a une planète et que de temps en temps, eh bien, ils nous donnent une règle commune à tous pour porter notre petit fardeau aussi, pour sauver la planète. Donc, je pense que les règles, alors forcément, il y a toujours le point d'adaptation, la bonne vitesse, etc. Mais foncièrement, les règles, ça nous aide normalement à mieux vivre ensemble. Et ça va nous... Elles sont toutes, pour beaucoup, hein, on a aussi toutes les normes, toutes les règles sur la sécurité, sur tout un tas de sujets. Elles ne sont pas arrivées par hasard. On a dit que l'histoire, c'était important. Elles sont arrivées parce qu'il y a eu des problèmes constatés et qu'à un moment, on a dit il faut qu'on se dote d'une règle pour plus avoir ce problème. Et alors la question, c'est peut-être ces règles qui ne sont pas arrivées par hasard, comment est-ce qu'on les décline maintenant à l'échelle des territoires? C'est-à-dire comment est-ce qu'on sort d'un macro qui est en train de devenir presque trop macro pour revenir à l'échelle du territoire? Et c'est la question du jour, c'est valoriser les opportunités des territoires. Et en fait, j'aimerais peut-être vous entendre en conclusion sur cette difficulté qu'il y a à appliquer une règle à des territoires qui sont complexes, car divers, car différents et singuliers, et comment valoriser cette complexité, ce que vous appeliez tout à l'heure des écosystèmes. Ce n'est pas un écosystème, ce sont des écosystèmes. Jean Verlaine ? La règle n'est pas le règlement. Je crois que ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se disperse. La règle est importante, le règlement est là pour satisfaire à la règle. Ce n'est pas le règlement qui domine la règle. Il y a une solution. Elle existe depuis 15 ans dans ce pays, elle est expérimentée, ça s'appelle le mode projet. Alors, ça n'existe pas depuis 15 ans, je dis des sottises, ça existe depuis toujours. Mais par contre, depuis 15 ans, ça existe officiellement. Le mode projet, en matière de mutation urbaine, je crois que c'est la seule solution. Ou bien alors, il faut un État militaire, ça marche aussi, mais quand même, ça date un peu, quoi. Alors, vos réactions dans la salle sur le mode projet ou sur d'autres réflexions sur le territoire? Aucune. Si. Ils ont faim. Alors, Olivier Sidler. Je suis quand même stupéfait de tout ce que j'ai entendu là. On ne doit pas travailler sur les mêmes sujets, on ne doit pas avoir les mêmes préoccupations. J'ai rappelé le premier jour que je pensais qu'on démarrerait sur la grande question de la rénovation au regard du changement climatique, à condition qu'on crée un marché, c'est-à-dire qu'on rende ça obligatoire. Et tout ce que j'entends depuis le début de cette table ronde, c'est qu'on a le temps.
Est-ce qu'il faut encore dire, je ne sais pas combien de fois, qu'on n'a plus le temps? On n'est plus en 1980. On est à la limite. Les scénarios aujourd'hui nous montrent qu'on doit rénover 780 000 logements par an. On n'est déjà pas capable de le faire et que si on va attendre, ça sera impossible. Alors est-ce qu'on peut tous se mettre dans la tête ici, parce que depuis 2 jours je souffre, qu'il y a une urgence, qu'on n'a plus le temps, ça fait des années qu'on discute, est-ce qu'on peut passer à l'action? D'accord, ça serait mieux si on avait le temps, tout ce que vous avez dit, ça serait mieux, mais c'est fini. C'était il y a longtemps. Aujourd'hui, il faut changer de méthode. Vous appelez ça comme vous voulez, militariste, ce que vous voulez. La question, c'est de se sauver. Non pas la planète, elle sera là dans 1000 ans, mais l'homme, c'est tout. Alors ? La règle, la loi, c'est bien. Mais il y a aussi le pouvoir. Alors, je vais être un peu polémique. Mais si on continue à fournir de l'énergie à un prix dérisoire, nous ne serons pas crédibles. Il y a d'autres démarches qui doivent être faites, et ces démarches, elles doivent être faites non pas au niveau des professionnels, mais elles doivent être faites à un niveau politique. Moi, s'il y a urgence, cette urgence, on est vraiment sur le point, on est d'accord, enfin, on est en train de basculer, on va perdre le pari. Mais on le perd en chantant et en disant « jusqu'à présent, tout va bien, jusqu'à présent, tout va bien, jusqu'à présent, tout va bien ». Mais après ça, il y a une autre arme, c'est la carte électorale. Bon, est-ce qu'il faut l'aborder ici? Moi, je suis un militant politique, mes positions sont assez claires. On ne peut pas changer le dispositif avec ce système-là. Alors, ce que je crois aussi, c'est que ce n'est pas en faisant basculer la mairie de Schtroumpf sur Moselle qu'on va y arriver. C'est à un niveau national, européen, international. Il y a un colloque qui s'est terminé avant-hier. Mais est-ce que c'est le sujet du jour? Tout est dans tout et inversement. Mais est-ce que c'est ici qu'il faut faire la révolution? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Je crois qu'il faut la préparer. Vous voulez intervenir également? Ou on prend la question? Alors c'est la polémique, je pense, à cet état du Congrès. Non, je pense que bien sûr qu'on n'a pas le temps, on est tous conscients, mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que tout ça, c'est un écosystème. Est-ce que rénover sans traiter la question des mobilités, ça a du sens? Moi, j'ai vu dans les ateliers tout à l'heure des zones pavillonnaires monofonctionnelles. Est-ce que c'est ça aussi qu'on doit faire, rénover des zones monofonctionnelles sans travailler l'urbanisme? Ça m'interroge. Tout à l'heure, en introduction, la première journée, on a eu aussi des questions sur est-ce qu'on doit rénover en zone littorale, parce qu'il y a le montée des mers, il y a tout un tas de sujets. Donc je pense que la question de la rénovation, on n'a pas le temps, mais il faut quand même se poser la question de comment on va vivre dans 100 ans pour qu'on ne redéconstruise pas nos rénovations dans 30 ans. Quoi. Samuel Courget? Alors, simplement, je rappelle, mais tout le monde n'était pas là à l'ouverture avant-hier, mais que ce degré d'urgence a été amené en préambule, donc ce n'est pas l'objet de la discussion. On sait qu'il faut y aller et qu'il faut y aller fortement. Donc j'aurais effectivement préféré que si l'ensemble des intervenants, des interventions avaient intégré qu'il y avait ce degré d'urgence et qu'on était dans cette dynamique-là. Après, sur les problématiques techniques dont on a parlé là, c'était l'objet du premier jour. Comment réussir une réhabilitation de performance. Donc c'est éventuellement pas désagréable de le ramener là, mais j'aimerais bien que les personnes qui prendront le micro pour amener des questions et les personnes qui le prendront pour répondre aux sollicitations reviennent sur l'objet. On sait qu'il y a des opportunités à réfléchir au niveau d'un territoire, d'un quartier, d'un village, d'un centre-bourg, vis-à-vis de la problématique de la réhabilitation énergétique. On ne se repose plus les questions sur la réhab. Qu'est-ce qu'une réhab? Ça, c'était avant-hier. Mais en même temps, les personnes qui sont dans cette salle sont majoritairement des personnes qui travaillent depuis 5, 10, 15 ans sur le sujet. Donc on n'est pas en train de faire d'initiation sur amener des informations de base. On sait qu'il faut réhabiliter. On sait qu'il faut réhabiliter à un rythme qui n'est pas du tout celui qu'on a actuellement. On sait qu'il faut réhabiliter fortement, donc c'est le niveau BBC a priori, et on négocie pas par rapport à ça. On a parlé du patrimoine avant-hier, donc c'était le sujet d'avant-hier. Là maintenant, comment est-ce qu'on profite des éventuelles opportunités? Comment le fait de travailler à partir d'un territoire peut apporter une opportunité? Quelles opportunités par exemple? C'était
l'objet qu'on amène là, entre autres, et c'est l'objet de l'ensemble des ateliers qu'il y a eu ce matin. Vous avez des réponses? Après, c'est des choix politiques. C'est après aux élus de lancer on peut lancer des opérations centre-bourg et tout ce type de politique de rénovation au niveau de la ville. Et il existe des outils actuellement en place et des aides pour lancer ce type de rénovation. Mais il faut vraiment un choix politique. Oui, il y a une question là, au centre. Oui, pardon. Philippe Pelletier, on vous écoute. Oui. Je réagis à l'observation d'Olivier Sidler et il faut évidemment accepter que tous les gens qui sont ici ont une conscience aiguë de l'urgence du sujet. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on fait pour répondre à une urgence. Et là, il y a deux méthodes. Je ne suis pas en train de dire que la méthode que prône Olivier est nécessairement une mauvaise méthode. Je pense qu'elle est inadaptée à la société française. Moi, j'ai appris qu'on ne change pas la société par décret. J'ai appris que lorsqu'on veut bouger une situation qui est celle de notre habitat actuel, il faut jouer sur au moins deux leviers qui, pour moi, sont antinomiques du règlement impératif. Le premier, c'est qu'il faut innover, et l'innovation contredit la règle préexistante. Il faut ce droit à l'expérimentation sans laquelle nous ne progresserons pas, et puis il faut une adaptation territoriale de la règle générale, sans quoi on va continuer à vouloir ici et là faire les mêmes choses alors que la situation locale exigerait le contraire. Donc moi, mon approche, guidée par l'urgence, c'est qu'il faut susciter la mise en mouvement de la société en considérant qu'elle est intelligente, qu'elle est capable de s'approprier les sujets. Et il y a deux conditions à cela, et elles ne sont pas satisfaites aujourd'hui. La première voie qui permet de réaliser mon objectif, c'est une communication efficace. Nous avons des progrès immenses à faire pour parler aux gens d'une façon qui les touche. Et la deuxième règle, ou la deuxième orientation, c'est une stabilité de l'environnement fiscal, financier, juridique. Et nous crevons d'une instabilité due à des esprits trop fins qui pensent qu'on n'a jamais atteint l'excellence de la règle. Le juriste que je suis vous dira en terminant qu'on ne l'atteindra jamais. Donc acceptons d'avoir des accompagnements qui soient le plus efficaces possible, mais qui soient stables. Et je crains qu'on soit encore en train de démarrer vers des situations instables, une solution pour 2018, un groupe de travail qui dira en 2019 ce qu'on va faire, etc. Ça veut dire un quinquennat de nouveau plombé par la possibilité de réaliser une massification si on n'a pas la stabilité de l'environnement. Voilà. Donc nous sommes mûrs pour que la société se mette en mouvement, pas dans l'impérativité dès lors que l'encadrement que je propose est en place. Et là, on a un effort à faire. Est-ce que vous souhaitez réagir? Oui, Jean Verlaine. Moi, j'abonde dans ce sens-là. Je crois à deux choses, à la culture et à la cohérence. La culture est indispensable pour que dans notre pays, les militants ne se retrouvent pas avec leur 4x4 au fond d'un écoquartier à 15 km du premier centre. Voilà, enfin, ceci n'a pas de sens. On le sait, on ne va pas revenir là-dessus. Donc ça, il faut qu'il y ait une compréhension. Parce que je pars du principe que ce n'est pas de l'avidité qui conduit à cela, c'est de l'ignorance. Hein. Donc je reviens sur ce que je dis. La deuxième chose, c'est une cohérence. Nous avons impérativement besoin d'une cohérence dans les priorités publiques. Et cette cohérence
ne peut plus se baser, il faut dire les choses, sur la sacralisation de la croissance de la richesse économique, monétaire. Elle doit se baser sur la croissance, mais ça c'est une conviction, de la richesse du collectif, de la richesse de l'échange, de la richesse de ce que nous léguons, c'est-à-dire dans le bilan global de ce que sont nos existences individuelles et collectives sur cette planète. Ça, c'est une démarche qui est beaucoup plus compliquée à faire passer de manière collective, globale, électorale. On le voit bien. Cela va exactement dans le sens de la stabilité que vous appelez de vos voeux. On ne peut pas changer les règles du jeu tout le temps, surtout si ces règles du jeu sont des règles du jeu opportunistes. Il faut arrêter l'opportunité, il faut travailler sur le long terme, et c'est ce qui a déjà été dit. Je suis désolé, je me répète et je radote. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour, Thomas Philippon, je suis diplômé en architecture, anciennement directeur d'Ecopolis, actuellement administrateur d'Envirobat de BDM. Je voulais revenir sur 2 points. Je ne pense pas du tout qu'on soit tous d'accord dans cette salle. Je pense que c'est une erreur de le penser. Je pense qu'on est d'accord sur le diagnostic et on est d'accord sur une certaine volonté d'avancer. Pour ce qui est des solutions, je pense qu'on a de grandes divergences encore aujourd'hui. Je rejoins ce qui a été dit sur la question culturelle, mais avant, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Anne-Sophie Péry-Saint-Faber, et je trouve dommage que finalement on n'est pas souvent d'accord, mais là pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit, c'est que la dimension urbaine du problème est essentielle, et qu'une ville comme Paris a finalement une empreinte écologique extrêmement faible par rapport à son nombre d'habitants, parce que la forme urbaine de Paris est extrêmement efficace. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Aujourd'hui, on a étalé la ville. On a étalé la ville. On mange un département tous les 10 ans. Et là, il y a une responsabilité majeure des politiques. Monsieur Sidler a sans doute raison de vouloir aller vite, mais en effet, isoler des pavillons qui sont perdus, qui ne sont pas connectés au réseau, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est repenser un modèle urbain efficace. C'est-à-dire arrêter d'étendre la ville, et ça c'est urgent, c'est une interdiction de construire. Tous les maires doivent refuser les permis d'étaler la ville. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, il y a eu un rapport d'Auge quand même qui a été publié. C'est-à-dire qu'en fait, ces problèmes-là, on les connaît. Les urbanistes tirent le signal d'alarme depuis des années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de dévitaliser des centres-bourgs. C'est-à-dire que vous passez n'importe où à la campagne, le nombre de maisons qui sont à vendre au centre des bourgs, c'est incroyable. Et tout le monde veut construire son petit pavillon un peu plus loin. C'est ça qu'il faut arrêter. Donc, et ça, il suffit de l'interdire. Je veux dire, pourquoi pourquoi on n'est pas capable aujourd'hui de produire un habitat de qualité en plus, on sait qu'on est capable de le faire. Donc, alors, on va écouter ça, c'est la deuxième réponse. Voilà, je voudrais revenir sur une question. Hier, j'avais envie de réagir sur un point, c'est que l'équation économique n'est pas là. C'est-à-dire que là je parle d'urbanisme, de culturel, l'équation économique n'est pas là. Aujourd'hui, former un architecte, c'est 6 ans. Lui donner des compétences de chantier qui puissent lui permettre d'intervenir sur les questions complexes dont on a parlé, et tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire que c'est complexe. Un architecte qui travaille sur la rénovation gagne 5 € de l'heure. Qui va aller travailler sur de la rénovation à 5 € de l'heure avec 10 ans d'expérience nécessaire pour intervenir sur cette complexité? Donc en effet, on s'est dit, il faut se passer de l'architecte. Résultat, on essaye de trouver des solutions à minima qui ne répondent pas au problème de la complexité qu'on a. Donc en fait, c'est une réorientation globale, culturelle de la matière grise et de l'économie vers ce qui est le cadre bâti. Merci. Alors, Anne-Sophie... Ah non, j'ai cru que vous vouliez répondre. Oui, c'est bien.
faut se poser la question, on peut interdire, mais pourquoi on en est là aussi? Enfin, il ne faut pas cacher le modèle économique derrière. Enfin, clairement, hein, le modèle, c'est je finance mon équipement public par le lotissement d'à côté, quoi. Sur ma commune, et tant qu'on n'a pas changé cette dimension économique de comment je travaille ça, si tu veux, t'as beau l'interdire, ça veut dire que t'as plus d'équipement public, donc t'as pas résolu ton équation. Donc, je pense que et du coup, il faut réinventer le modèle. Je partage, et on peut tout à fait imaginer qu'au lieu de prendre le terrain qui était à côté, peut-être qu'on peut faire des projets où on fait l'équipement public qui est financé par une réhabilitation centre-bourg, peut-être. Voilà, trouver des modèles qui fonctionnent, mais il faut, je pense qu'il faut vraiment qu'on fonctionne toujours entre l'urbanisme, l'économie, les habitants et la technique, et qu'on n'oublie pas ce cercle, parce que sinon on a toujours une solution qui n'est pas la bonne, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Pierre Terrier. Pierre Terrier, président de BPD. Écoutez, au point où nous arrivons, moi j'ai un sentiment bizarre. J'ai eu le sentiment aujourd'hui, cet après-midi, là maintenant, que la communauté des sachants parlait à la communauté des sachants. Et j'avais compris à l'entrée de ce congrès que la question, c'était pas tellement que l'une des communautés soit en possession du savoir. La question, c'était d'en faire en sorte que les communautés agissantes soient associées aux sachants. Je ne vous ai pas entendu. Moi, j'ai bien entendu, le plus spectaculaire, c'est l'ABF. Je suis désolé, j'ai eu une carrière professionnelle, nombreux contacts avec l'ABF. Il ne faut mieux pas trop qu'on ouvre le débat ici. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que nous ne réussirons collectivement que si nous réussissons les alliances entre communautés, dont les sachants, dont les acteurs. Et un petit problème d'ailleurs, tout le monde a repéré que le monde des réalisateurs, des entreprises, est absent. Alors, on est tous, quelque part, des consommateurs, des acteurs. Mais quand même, ce qui me gêne un peu en cette fin de congrès, c'est qu'en fait, on a entendu, probablement mieux, plus nuancé, plus équilibré, ce qu'on entend depuis 10 ans. Mais ce qu'on sait quand même tous aujourd'hui, c'est que ce qui se dit depuis 10 ans a des résultats globaux plutôt modérés. Merci. S'il vous plaît. Oui, je suis là. D'accord. Oui, bonjour. Perrine Moulinier, je suis consultante et j'ai ramé pendant 10 ans à contre-courant dans ma communauté de chercheurs en sciences humaines. Et je rame à contre-courant depuis 10 ans, enfin c'est mon sentiment, dans la communauté des acteurs, de la diversité des acteurs de l'habitat et de l'urbanisme. Alors, je remercie Philippe Pelletier pour son intervention sur la nécessité d'une communication efficace et d'une stabilité, parce qu'on est bien dans l'histoire de quelque chose, d'un cadre qui doit rester stable, mais dans lequel il y a de la fluidité. Et la bonne nouvelle, c'est que, quand je dis que j'ai ramé à contre-courant au sein des sciences humaines, c'est qu'on a longtemps proposé un modèle déterministe de la pensée humaine, et qu'aujourd'hui, la recherche montre que notre cerveau fonctionne selon les principes de la mécanique quantique. Alors, je m'explique, mon intervention peut paraître un petit peu à côté, mais c'est qu'au final, là où le cœur est, les pieds n'hésitent pas à aller. C'est un vieux proverbe africain, et j'entends avec beaucoup de plaisir le fait que si on a des systèmes bâtis différents en fonction des régions, c'est parce qu'à un moment donné, dans l'histoire des hommes, on a appris à composer avec son environnement, à s'adapter, et que ce savoir-là, j'ai en mémoire l'intervention du monsieur qui représentait les compagnons du devoir et qui a parlé de savoir métier. On entend parler du savoir des architectes.
Ce savoir, il existe, mais moi j'ai l'impression qu'on fonctionne tous un petit peu dans nos communautés, dans les endroits où on est rassuré parce qu'on a des codes qu'on connaît, qu'on maîtrise. Et vous voyez, aujourd'hui je suis ici et la semaine prochaine je vais à un autre colloque qui est intitulé « Faire la politique autrement ». Et je vais rebondir sur la remarque de Jean Verlaine sur le fait qu'on a la notion de pouvoir, parce que cette notion elle est extrêmement importante, et qu'aujourd'hui le pouvoir du bulletin de vote dans l'urne, il est remis en question, parce que la communauté des citoyens que nous formons tous est en recherche de sens. Et je suis contente aujourd'hui que les mots comme approche systémique, complexité, sens, ne soient pas des gros mots, parce qu'aujourd'hui quand on prononce ces mots-là, on est perçu un peu comme un hurluberlu, quelqu'un qui plane un petit peu dans les hautes cimes. Donc merci pour cette prise de hauteur qu'on peut prendre dans cette table ronde, en belle conclusion de ce congrès. Et y a un outil pour ça, il y a des outils, effectivement, il faut des règles, et tout ça, c'est pas du mou. Moi je viens des sciences molles, je les appelle les sciences tendres maintenant, parce que voilà. Et que oui, parfois, il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Il y a un magnifique documentaire sur les recherches du MIT qui montre actuellement que la pratique de la méditation laïque montre qu'il y a des effets au niveau de l'ADN cellulaire, donc en fait des pratiques ancestrales. Aujourd'hui, on montre que ça a des effets sur notre société stressée et des effets extrêmement positifs qu'on intègre aujourd'hui à l'hôpital et dans la science. Donc on est au carrefour d'un monde où enfin la science rejoint des savoirs ancestraux et des choses dont on a tous un petit peu toujours le sentiment d'avoir une partie de la solution. Merci beaucoup. Je termine simplement sur l'outil, parce qu'il y a des expériences qui ont été menées sur d'autres manières de faire de la politique et d'être en communauté et de savoir vivre ensemble. Ça s'appelle les forums hybrides. Et les forums hybrides, la base de cette méthode, de cette méthode d'animation, enfin qui passe par des méthodes d'animation, c'est l'accès à un débat exhaustif et contradictoire pour prendre une décision libre et éclairée qui aille dans le sens de l'intérêt commun. On pourra discuter. Alors merci pour cette conclusion un peu étrange qui est un peu à l'image de la conclusion générale de ce matin, quelque chose d'un peu doux amer. Les organisateurs souhaitaient, je crois, dire quelques mots, donc s'ils veulent bien venir. Est-ce que je peux intervenir? Une seconde, une question, c'est possible? C'est-à-dire là, on peut vous écouter, mais oui. Enfin, moi, je voulais revenir à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, revenir un peu sur les territoires et les bâtiments. Je sais que la loi Grenelle 2, elle avait accouché de ce qu'on appelle le plan climat, air, énergie territoriaux. Donc c'était quelque chose qui permettait aux territoires, selon leurs spécificités, de faire des plans. Et il y avait un volet bâtiment. Donc je voulais savoir si quelqu'un dans la salle sait quel est le retour de ces plans climat, air, énergie territoriaux qui sont au cœur un peu de nos débats d'aujourd'hui. Écoutez, je pense que si quelqu'un a une réponse, il pourra vous la donner. Mais là, je pense qu'il est vraiment temps de conclure. Donc je demande aux organisateurs, voilà, Christian Marie va venir nous dire un petit mot d'au revoir. Et merci.